Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous lancer dans cette fameuse expérience client. Alors, permettez-moi de vous rappeler quand même quelques petits processus, parce que la vente est un processus. Et ce que l'on doit faire d'abord, c'est un travail de recherche qui va permettre de travailler plutôt les cibles et les personas. Cible, groupe de personnes, persona, c'est la personne à qui on s'adresse quand on est en marketing ou en négociation. Ensuite, on doit rentrer dans une phase de prise de contact. Et c'est ce que l'on peut appeler des leads, des contacts, mais c'est aussi ce qui nous permet de qualifier un contact et de le transformer en prospect. Prospect, quelqu'un qui nous a montré un intérêt par rapport à notre solution. Et enfin, on passe à cette notion de client, d'acheteur et de fidélisation. Nous travaillons avec la notion d'acheteur, qui est la personne qui achète pour la première fois, et le client est celui qui achète 2 ou plus parce qu'il a une raison de revenir. D'accord ? Mais grosso modo, ce que l'on va avoir, c'est que vous allez toujours avoir 2 grands schémas. C'est qu'est-ce que l'on fait avec les prospects et qu'est-ce que l'on fait avec nos clients. La recherche, la génération de contacts et la qualification de prospects. Puis ensuite, c'est la conversion en client. Et n'oubliez pas que la fidélisation, c'est le nombre de transactions, mais c'est aussi la valeur moyenne. Sans oublier la marge dont je ne parle pas, mais si vous ne margez pas, c'est difficile de faire un vrai profit. Tous ces documents, vous les aurez. Cette présentation vous sera donnée intégralement, sauf les premières slides que j'enlève dans le document que j'envoie. Alors, si le cycle de vente, d'accord, c'est bien un processus, c'est en fait quelque chose de relativement linéaire. Et là, je vous donne un exemple. C'est pas comme ça pour chacun de vous. Vous avez des formats différents, mais on va commencer toujours par un ciblage et des personas, puis on va constituer une base de données. Ensuite, on va élaborer des stratégies parce qu'il faut bien rentrer en contact avec les gens. Puis finalement, vous réussissez. Et là, il y a tout un travail de découverte, de démo et d'essai pour pouvoir proposer quelque chose et ensuite passer sur la phase négociation. Et si tout ça se passe pour le mieux, ce que je vous souhaite bien évidemment, il y aura une livraison, il y aura une mise en place et derrière, on doit faire du suivi. Alors, c'est bien ce processus-là du cycle de vente qui est très linéaire, lui, parce que pour pouvoir accéder aux étapes suivantes, il faut avoir passé par les étapes premières. Mais quand vous comparez ça à l'achat, vous réaliserez que grosso modo, les 8 premières étapes, elles peuvent bouger parce qu'il y a un moment de veille chez le client ou le prospect. Et puis tout d'un coup, il identifie ses besoins et puis il voit qu'il y a des opportunités. Donc, il va aller chercher des informations sur le net, d'accord ? Ou avec un vendeur ou avec un ami. Il va commencer à définir des critères de sélection, d'ailleurs peut-être avec vous ou tout seul dans son coin. Et puis, il commence à rencontrer des fournisseurs, vous et peut-être quelqu'un d'autre. Donc, ensuite, il y a des discussions qui sont en interne. Et puis, finalement, on va dire, bon, allez, je vais parler avec Jean, Marie et Pierre. Et à partir de ce moment-là, la chose devient plus linéaire parce que vous allez avoir tout un mouvement où on peut repasser, redéfinir des critères, après la discussion, remonter, aller voir de nouveaux fournisseurs, jusqu'au moment où un acheteur ou une entreprise sait à peu près ce qu'elle veut. Et donc là, elle va discuter vraiment avec 2, 3, peut-être plus, mais vendeurs. Et là, on rentre dans la démo, le test, le devis, la négociation. Cette partie-là, elle est relativement linéaire aussi. Ils passent aussi une commande. Bien sûr, ils sont de l'autre côté pour la réception et la formation. Et ensuite, ils nous évaluent. Ils évaluent l'usage et ils évaluent le service que vous avez rendu. Et en particulier, si vous travaillez avec des entreprises de grande taille, vous avez des services d'achat dont le rôle est aussi d'évaluer la prestation que vous avez fournie. La grande distribution fait ça. Les entreprises de taille, grandes entreprises, ETI ou évidemment tous les grands groupes ont des protocoles d'évaluation de ce que vous avez fait et du service que vous avez rendu. Et est-ce que le produit qu'ils ont acheté, d'accord, a été conforme avec ce qui était prévu? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ce que nous, on a appelé l'expérience client. En fait, on va la décomposer en à peu près 5 étapes qui n'ont pas le même objectif. On parle, nous, d'expérience de veille. Cette expérience de veille, c'est tout ce que l'on fait aujourd'hui pour avoir
de la connaissance, d'accord? C'est de l'information, mais c'est pour savoir ce qui se passe. Et je reviendrai là-dessus. Mais une fois que l'on a ces idées-là, on va chercher de l'information. Et là, c'est parce que vous avez un projet. Là, c'est parce que vous avez une opportunité et il faut vraiment travailler ceci. Jusqu'au moment où vous avez assez d'informations pour passer dans votre processus d'achat, et on parle d'expérience d'achat. Et bien sûr, si vous avez réussi à vendre, votre client, lui, va passer dans une expérience d'usage et bien sûr une expérience de service. Alors, s'il vous plaît, prenez des notes parce que dans ce que je vais vous dire ici, vous allez avoir des idées. Et ce qui me semble essentiel, c'est que ces idées puissent donner lieu derrière à peut-être un plan et une action que vous allez mettre en place de façon à améliorer votre capacité à intervenir avec ou à interagir avec vos prospects, avec vos contacts, vos prospects et vos clients pour améliorer cette expérience client. Première expérience, c'est l'expérience de veille. En fait, vous savez que la veille, c'est un outil. C'est aussi un outil de gestion. C'est un outil pour savoir ce que fait aussi la concurrence. C'est un outil que l'on a pour essayer de trouver ce qu'il y a comme innovation qui pourrait intervenir chez moi. Positionnez-vous en tant qu'entreprise. Et là, ce que je dis, c'est ce que fait le client. Le client fait de la veille concurrentielle. Est-ce que quand lui fait de la veille concurrentielle, tout d'un coup, il remarque que vous êtes présent parce que vous amenez une solution à un des concurrents? Est-ce que quand il cherche de l'innovation, il réalise que vous portez cette innovation? Est-ce que vous êtes en mesure de rentrer en contact avec eux pour qu'il y ait une prise de conscience? C'est-à-dire que quand je fais ma veille, tout d'un coup, je fais « mais oui ». Et je vais essayer d'aller chercher de l'information dans ce domaine-là. Mais comme vous me l'avez proposé, vous me l'avez apporté, c'est à vous que je vais le demander, entre autres. Est-ce que lorsque je cherche, je fais de la veille, est-ce que tout d'un coup, c'est en lien avec certaines de mes problématiques? Est-ce que c'est en lien avec des opportunités que je peux avoir? Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes en mesure de proposer une interaction avec le client pour qu'il ait une expérience avec vous, d'accord, en ces termes-là? Est-ce que vous allez lui montrer des exemples? Est-ce que vous allez lui proposer des études de cas? Est-ce que vous allez avoir des articles qui font que sur le web, sur une page, sur une conférence, d'accord, vous interpellez les gens? Vous les faites réfléchir et ils disent ben, « j'ai envie d'en savoir plus ». Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir obtenir ceci? Comment vous vous mettez en présence de personnes qui peuvent être intéressées par votre sujet? Parce que c'est ça la première expérience. Tout d'un coup, je comprends que vous existez. Peut-être pas forcément vous d'ailleurs, mais je comprends que l'information que vous avez véhiculée peut m'intéresser. Et c'est ça que j'appelle l'expérience de veille. Mais à partir du moment où vous avez des idées, à partir du moment où le client a des idées en tête maintenant, qu'il sait qu'il a un problème qu'il doit régler, qu'il sait qu'il a une opportunité, qu'il doit essayer de profiter de cette opportunité, d'accord? Et bien maintenant, il va à la recherche d'informations spécifiques, parce que maintenant, ça doit répondre à des critères. Ce qu'il veut, c'est aussi trouver des options. Des options parce qu'il ne sait pas encore exactement comment il va faire, mais il a besoin d'avoir du choix. Parce que c'est le processus de pensée du client. Est-ce que vous rentrez dans ces cases-là? Est-ce que vous proposez de l'information pour qu'il l'intègre? Est-ce que vous proposez de l'information pour qu'il comprenne ce qui se passe? Pour qu'il puisse expliquer, transmettre une connaissance aussi dans son entreprise? Parce que maintenant, moi, je sais à qui je vais m'adresser. Moi, client, je vais m'adresser à vous parce que vous avez l'information qui me permet de comprendre. Parce que vous êtes une option, d'accord? Parce que vous me permettez d'avoir le choix. Parce que vous me permettez de valider des critères de sélection. Et quand mes critères de sélection sont compatibles avec les vôtres, je pense qu'à ce moment-là, on peut évaluer des solutions. Donc là, on rentre dans un autre processus. On n'est pas encore dans le processus d'achat. Mais comme je veux comparer différentes personnes, pensez à comment vous le faites quand vous cherchez un fournisseur. Eh bien, vous évaluez
le plus et le moins, vous comparez, vous affinez aussi, d'accord, pour essayer de savoir avec qui vous allez quand même essayer de travailler, parce que vous n'avez pas le temps de voir toutes les options et de voir tous les fournisseurs. Donc, vous allez commencer à ce moment-là à organiser un travail qui va vous permettre de rentrer en contact avec certaines personnes. Moi, client, je vais faire un travail qui veut dire, là, je vais prendre en contact avec celui qui m'a donné cette option, à celui qui m'a parlé de cette solution, à celui qui m'a proposé tel type d'information. Maintenant, je considère que vous êtes potentiellement un fournisseur pour moi. Vous êtes un expert et c'est pour ça que je veux discuter avec vous. Et parce que je prends contact, je vous autorise à rentrer avec moi, client potentiel, dans une discussion et dans un échange. Et en fait, vous vous qualifiez parce que toutes les informations qui viennent avant, lorsque je prends contact avec vous, vous me confirmez un certain nombre de choses, vous m'apportez de la valeur, vous faites preuve de professionnalisme, d'accord ? Vous faites preuve de source de proposition et dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner un rendez-vous. Et quand je vous donne un rendez-vous, on rentre dans le processus d'achat. Alors, ce processus d'achat, c'est celui qu'on connaît le plus parce que je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la découverte, d'accord ? Mais le client, lui, ce qu'il cherche, c'est de discuter avec quelqu'un qui va lui permettre de réfléchir sur des problèmes qu'il a ou sur des sujets d'amélioration qui peuvent lui permettre à lui de gagner plus d'argent, d'accord ? Et aussi sur des opportunités à faire une activité qui lui permettra de développer son entreprise. Est-ce que vous êtes dans ces phases-là? Est-ce que vous savez interroger ou interpeller quelqu'un sur une problématique, sur une amélioration, sur une opportunité? Un problème, il me faut une solution, il me faut le régler. J'ai souvent une urgence que je n'ai pas avec une amélioration. Une amélioration, c'est peut-être une opportunité de gagner plus d'argent. Et après, j'ai des vraies opportunités. Avoir un nouveau produit, faire de nouvelles choses. Et là, j'ai besoin de votre expertise. Et surtout, c'est que quand vous êtes dans l'amélioration de quelque chose, le client, il est aussi expert. Mais quand il est dans l'opportunité, il est moins expert. Et donc, son fournisseur doit venir en aide pour montrer son expertise, pour que je puisse, moi, client, développer mon expertise. Et le travail, alors bien sûr, évidemment, se présenter mutuellement, d'accord ? Est-ce qu'on le fait bien ? Ce sont aussi des choses qu'il faut mesurer. Et puis, dans cette expérience d'achat, je pense qu'on est très focalisé sur la notion de besoin et de temps en temps, on oublie vraiment quelles sont les attentes des gens et je pense aussi des fois les motivations. D'accord ? La motivation, ça peut être l'argent. Et donc, mon attente, c'est que vous me donniez des choses qui me permettent de faire des économies. Et mon besoin, c'est un produit que je peux utiliser, inconsommable, qui va me permettre de bien travailler le nettoyage de surface, par exemple. D'accord ? Derrière, on rentre dans, quand tout ceci est compris, en fait, vous avez la possibilité, vous, d'accord, le fournisseur, de faire une proposition. Ce qui se passe, c'est que souvent, c'est le prospect ou le client qui va vous donner l'autorisation de faire une proposition. Ces gens-là, si vous leur dites, OK, envoyez-moi votre devis et si ça ne sert à rien, OK, vous avez envoyé un devis, vous avez perdu votre temps. Donc, est-ce que vous êtes en capacité à savoir que cette demande de proposition, elle est qualifiée? D'accord? C'est quelque chose qui va vraiment être avec un vrai potentiel derrière de succès. Parce que dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de faire une démo qui est en phase avec ce que veut la personne ou de pouvoir tester des solutions ou des prestations qui sont en phase avec les besoins, les attentes et les motivations de cette personne. Et est-ce que vous êtes capable de présenter les choses de façon à ce que la personne n'ait pas la sensation qu'on leur dise « c'est ça qu'il faut acheter », mais dire « voilà les possibilités, qu'est-ce que vous préférez ?» Vieux truc de commerciaux, mais qui marche toujours encore plus maintenant quand les gens ont vraiment la sensation que vous êtes source de propositions et non pas de dire « c'est ça mon produit ». Et ensuite, bien évidemment, on rentre dans une phase de négociation et si la phase de négociation se transforme en quelque chose qui est bien, que votre proposition unique de vente, que votre garantie sont
sont celles qui font basculer la personne, eh bien, on rentre dans cette notion d'achat. Et ce que je veux rappeler à tout le monde, c'est qu'à chaque fois que vous faites une vente, y compris pour des clients avec qui vous le faites de façon récurrente, il y a une promesse dans la commande. Vous faites une promesse d'usage et une promesse de service. Et il faut savoir tenir ce rôle-là. Et c'est pour ça que je dis qu'une fois que vous avez l'expérience d'achat, vous rentrez dans l'expérience d'usage. Et l'expérience d'usage, elle commence avec la livraison et la mise en place. Quel est le degré d'information que vous donnez aux personnes? Quel est le degré d'information que vous donnez à ce client, puisque maintenant il est acheté, ou à cet acheteur, pour qu'il se sente en phase avec vous, rassuré avec vous? Ça fait partie de l'expérience. Ce n'est pas du service, c'est du professionnalisme, au-delà de la notion purement de service que l'on verra un petit peu après. Est-ce que votre livraison et votre mise en place, est-ce que vous avez les procédures pour que votre client dise « Waouh, ça c'est du bon boulot ». Parce que c'est là où vous renforcez l'expérience. Est-ce que la formation, la prise en main de votre outil, de votre service, de votre produit se fait conformément à ce que vous avez dit? C'est-à-dire que la promesse que vous avez faite, elle est tenue, si ce n'est pas même améliorée. L'effet waouh, vous avez entendu parler de ça différentes fois. Mais est-ce que la formation et la prise en main est bonne? Est-ce que les personnes comprennent ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils peuvent découvrir qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils avaient espéré au départ? Parce que c'est là où vos conseils et les bonnes pratiques interviennent. Regardez quel est le niveau de compétence que vous avez. Regardez le niveau d'expertise que vous avez par rapport à l'usage de votre produit ou de votre service vis-à-vis d'un nouveau client. Vous avez tout, je le souhaite en tout cas pour chacun d'entre vous, vous avez l'expérience des autres clients. Si vous avez travaillé avec vos clients pour savoir comment ils utilisent, vous avez des expériences d'usage. Vous pouvez leur dire, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Ne vous inquiétez pas, ils inventeront même d'autres choses. Et surtout, si vous inventez un produit, je vous garantis qu'ils feront des choses avec, ce n'était pas prévu pour. Vous faites des logiciels, d'accord? C'est systématique. De toute façon, ils trouvent des trucs et des bugs que vous n'avez pas vus parce qu'ils n'ont pas la même logique que vos développeurs. Mais c'est normal. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les conseils et les bonnes pratiques que vous avez accumulées avec d'autres clients lorsque vous êtes avec un nouveau client ou avec un client qui est dans la fidélisation. Vous êtes des experts de l'utilisation de votre outil, que ce soit un produit, un service. Vous le faites. Donc, après, moi, je vais vous présenter la règle 1-3-3-1 qui est la mienne, mais parce qu'elle correspond à mon métier de coach, d'accord? Mais c'est le suivi. Parce que l'expérience d'usage se transforme au fur et à mesure que l'on a de l'expérience avec l'outil ou avec le service. Pour moi, c'est une semaine après avoir commencé, je m'assure que je suis toujours en phase avec mon client. 3 semaines après, je m'assure que je suis toujours en phase avec mon client. En fait, je parle, moi, d'alignement pour mon activité. Est-ce que je dois modifier quelque chose? Est-ce que je suis toujours dans les attentes et les besoins de mon client? Et je fais la même chose au bout de 3 mois, parce que 3 mois, c'est un trimestre, et ça correspond exactement. Et le dernier 1, c'est 1 mois avant la fin d'un contrat, je m'assure avec la personne pour pouvoir préparer un peu l'avenir. C'est-à-dire que je vais voir si ça va, s'il y a d'autres choses à faire, s'il y a d'autres opportunités quand même. Et bien sûr, je travaille avec eux sur connaître leur satisfaction. Peut-être quelque chose que je peux utiliser pour la prochaine fois en disant « Ah oui, j'ai bien compris. Lors de notre prochain renouvellement, je ferai ceci en plus, d'accord? J'ai bien compris, madame, j'ai bien compris, monsieur, que vous avez besoin de cela. Je m'engage à inclure ceci dans ma prestation demain, d'accord? Et en fait, ce que vous faites, c'est que l'expérience d'usage rend les gens dépendants de votre produit, satisfaits de votre produit, mais aussi satisfaits de vous. Parce que vous avez amené votre commercial, votre intervenant, votre responsable SAV et la bonne personne, celle qui communique les bons conseils, les bonnes pratiques pour le développement et qui aide le client à créer sa propre valeur. Mais vous contribuez à ça. Et c'est ça l'expérience d'usage.
celle que vous amenez. Pas simplement de piloter une machine ou d'utiliser un service ou un logiciel. Non, c'est ce que vous amenez, si vous voulez, qui va renforcer ce que la personne est capable de créer comme valeur à l'usage de votre proposition. Et derrière, bien évidemment, il y a cette notion de service. Et qui dit service dit, est-ce que vous avez les moyens? Parce que la pire des choses, et les statistiques sont horribles, parce que 60% des gens qui vous quittent, ils vous quittent sans vous dire pourquoi, mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits du service que vous avez rendu. Pas forcément parce que vous n'avez pas réglé un problème, mais parce qu'ils ne se sont pas sentis importants, parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux, parce qu'ils considèrent que vous avez mis trop de temps. Donc, vous avez un vrai besoin en termes de matériel, d'équipement, d'accord? C'est une structure, le service après-vente. D'accord? Le service après-vente, c'est des moyens et c'est aussi des hommes et des femmes qui, derrière, mobilisent du temps et des compétences pour amener des solutions. Est-ce que ces gens-là sont accessibles? Est-ce que ces gens-là sont disponibles? Est-ce que vous avez une organisation qui est à la hauteur de la demande de service? Et cette demande de service devient de plus en plus constante et permanente. Est-ce que votre réactivité est au rendez-vous? Est-ce que le client peut être content de la rapidité avec laquelle vous réglez un différend? Est-ce que la contrainte temps, à ses yeux, à lui, est bien prise en compte? Et je suis d'accord avec vous, des personnes qui pensent qu'on peut faire ça dans un claquement de doigts. Non. Mais là-dessus, la contrainte de temps, ça doit être expliqué, ça doit être travaillé avec la personne, ça doit être anticipé de façon à ce que les gens soient contents et considèrent que votre réactivité, aussi bien en termes de professionnalisme pour régler le différend, que votre gestion du temps pour régler le différend a bien été là, a bien été prise en compte. Et ceci, ça renforce cette expérience de service. Est-ce que vous êtes toujours source de propositions? Est-ce que vous savez amener les gens au-delà de différents? Parce que s'il y a un différent, s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une opportunité pour l'entreprise qu'elle ne peut pas satisfaire. Et là, elle a besoin aussi de vos conseils et de votre bonne pratique. Ça peut même être sur le fait qu'aujourd'hui, ma prestation ou aujourd'hui, mon produit n'est pas ce que vous avez besoin. Nous devons upgrader, d'accord, le produit ou l'outil. Et ce qui crée aussi des opportunités pour vous. Et en tout cas, vous avez intérêt à amener ces choses-là. Parce que c'est dans ce cas-là que vous travaillez et que vous préparez l'avenir. Quand vous êtes source de proposition avec votre client, parce que maintenant c'est un client, que lui se rend compte que vous amenez de la valeur, vous contribuez à son développement commercial, à sa réputation, à sa solvabilité, d'accord, à son professionnalisme, eh ben, c'est quelqu'un qui ne vous traitera plus comme un fournisseur, mais comme un partenaire. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. D'accord? Toute relation qu'on peut avoir avec du partenariat avec nos acheteurs, avec nos clients, ce sont des relations qui permettent d'avoir une relation à plus long terme, une relation plus sereine, une relation aussi plus calme. Je ne dis pas que tous sont sympas, mais en tout cas, la relation, elle est plus facile à mener. Et c'est ça l'important. C'est que toute expérience de service que vous faites, c'est parce qu'elle permet de préparer l'étape suivante. Donc, bien sûr, derrière, j'espère que vous avez pris des notes et que sur ces notes, ben, vous avez des idées. Parce que faites la liste des idées, j'ai mis ici des actions, d'accord? Parce que pour chaque action, il va falloir travailler sur le quoi, le comment, le qui, le quand. Parce que si vous ne mettez pas ça de façon organisée, ça ne marche pas très bien. Une autre chose que je trouve essentielle pour moi, est-ce que vous avez des indicateurs de performance? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez en place les éléments qui vous permettent de tester et de mesurer ce que vous faites? Parce que dans ce cas-là, vous pourrez agir pour améliorer les choses. Est-ce que vous avez un reporting qui est efficace? Je ne parle pas du reporting financier, je parle d'un reporting qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre relation client, où vous en êtes dans cette expérience client. Bien sûr, ici, les 5 leviers, vous ne les avez peut-être pas, mais ce serait peut-être une bonne idée de travailler sur ces 5 leviers. Comment est-ce que je peux améliorer chacun de ces leviers de l'expérience client? Comment est-ce que je planifie ceci? Parce que je pense qu'aujourd'hui,
Et nous, on fait une formation spécifique sur passer à l'expérience client, parce qu'on était plutôt orienté produit-service que client. Donc, comment passer sur le client d'abord. Donc, donc, ça se planifie, ça se travaille, c'est quelque chose qui doit s'organiser. Et derrière, évidemment, le monde change autour de nous. Hein. Je ne vais pas rappeler les circonstances, mais je pense que même par temps normal, et demain ce sera toujours vrai, il faudra analyser ce que je fais. Il faudra adapter parce qu'il faudra améliorer. Il faudra sûrement prendre des décisions d'arrêter quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau. Et bien sûr, agir parce que ce n'est que dans l'action que vous obtiendrez vos résultats. Alors, pour moi, cette phrase-là, elle est importante à analyser, adapter, décider et agissez parce que le succès, il appartiendra à ceux qui anticiperont et s'adapteront pour donner de la valeur à leurs clients. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'expérience client. Et maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions et dans la mesure des possibilités, bien entendu, d'y répondre.